On a parlé de projection, de nécessité d'organisation. Et sur cette organisation, il y a une dimension d'aménagement. Mais l'aménagement du territoire, c'est pas que les infrastructures, et c'est l'aménagement économique. Et c'est Emmanuel de la Masselière, urbaniste indépendant, spécialiste de la stratégie et du développement territorial et urbain, qui va nous en parler. Comment ça va, Emmanuel ? Bah écoutez, formidable, j'ai rarement eu l'occasion de venir à Montpellier, et quelle chance. Mais comment ça, vous avez rarement eu l'occasion de venir à Montpellier ? Dans ma vie professionnelle, j'ai assez peu travaillé à Montpellier, j'ai travaillé sur votre TGV, et c'était déjà il y a 20 ans un grand plaisir. Eh bien écoutez, en attendant, vous avez travaillé dans d'autres zones qui sont aussi attractives, peut-être moins ensoleillées. Saint-Nazaire, Gonesse. Exactement. Attendez, avec le réchauffement climatique, on sera tous à Gonesse dans quelques temps, et peut-être tous à Saint-Nazaire. Emmanuel, l'idée, c'était de parler avec vous de ce que c'est qu'un aménagement économique réussi, comment on se projette dans ce cap 2030-2040. Alors, pardon, mais un aménagement économique réussi, c'est quoi ? Alors, d'abord, merci de me donner l'occasion d'échanger quelques réflexions. Il y a quelques années, quelques décennies, quand on parlait aménagement économique, on parlait surtout du hard, c'est-à-dire de l'offre immobilière foncière ou de l'offre d'infrastructure. Aujourd'hui, on sait qu'il faut y ajouter le soft. Alors dans le soft, on a bien entendu tous les fondamentaux, la propreté, la sécurité. Puis je mettrai au premier rang aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la neutralité écologique. Je mettrai aussi les services aux entreprises, les sous-traitants, la caractérisation économique, les spécificités, les excellences, et puis une posture business friendly. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser ? Au début, pour commencer, je voudrais vous donner un truisme. La réussite économique, finalement, d'un aménagement économique, c'est l'aménagement qui favorise la création de valeur. Et immédiatement, on peut donc voir qu'il n'y a pas une seule réussite économique, mais qu'elle va dépendre des fonctions et des activités économiques, c'est-à-dire de l'économie résidentielle ou de l'économie productive. Il n'y a pas de critère absolu de la réussite économique. Ce qui veut, pardon, alors moi je suis béotienne là-dedans, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que en gros, la valeur, elle est créée par le capital que vous avez déjà sur le territoire, et c'est une manière de faire exister ce capital, c'est ça ? De valoriser le capital, oui, je vais y revenir. D'accord, ok. Alors, du coup, cette création de valeur, là, vous nous parliez à l'instant de ces activités, une économie qui est liée à différents, donc pas, il y a les hard et il y a les soft, mais clairement, comment on met ça en place ? Ces critères-là, comment vous les pensez ? Alors, en fait, je pense qu'il faut les penser à 3 échelles. La première échelle, c'est, et pour chacune des échelles, il y a des critères différents, et ces critères, ils peuvent être contradictoires. La première échelle, c'est celle de l'économie régionale, c'est-à-dire l'inscription de l'économie métropolitaine dans l'économie régionale et nationale. Et là, je vois 2 critères. Le premier, c'est celui de la spécification. Alors, on peut prendre les exemples, Limoges avec l'électricité basse tension, on peut penser à la finance à Londres, on peut penser... c'est des marqueurs territoriaux très forts. C'est des marqueurs territoriaux très forts. Un que vous ne connaissez pas sans doute, c'est l'ingénierie process à Saint-Nazaire. Ah non, ça on ne le connaissait pas. Et puis, il y a un deuxième marqueur à cette échelle, qui est celui de l'adéquation entre les ressources du territoire et puis les types d'activités du territoire. En fait, le territoire doit se positionner sur les sujets sur lesquels il a les meilleurs avantages comparatifs. Et là, je donne souvent l'exemple de Memphis, aux États-Unis, qui s'est positionné sur la logistique à haute valeur ajoutée, parce qu'ils avaient le hub mondial de FedEx et ils voulaient le valoriser. D'accord. Et du coup, quand on redescend un peu de Memphis à Montpellier, comment vous voyez les choses ? Comment on se projette un peu sur Montpellier ? À l'échelle métropolitaine, on a d'autres critères, on a 3 critères, me semble-t-il, 3 marqueurs de la réussite de l'aménagement économique. Le premier, c'est l'organisation de l'espace métropolitain qui doit permettre la performance de l'ensemble dans un équilibre entre la performance de l'entreprise et puis les nuisances. Et donc, il faut chercher cet équilibre. Et évidemment, cet équilibre dépend de chaque territoire. Attends. J'ai pas compris.
qu'est-ce que ça veut dire cet équilibre entre les nuisances et la valeur ajoutée de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient pour qu'on comprenne et qu'on puisse se figurer un peu ça? Voilà, quand je travaillais pour le Grand Roissy, on a développé un schéma des espaces économiques pour installer les entreprises en fonction de leurs besoins d'accès aux grands modes de transport. Et il y avait évidemment dans le Grand Roissy beaucoup de modes de transport, de manière à être performant sur l'utilisation du foncier. Mais il y a d'autres critères également. Le premier, c'est l'adéquation dans le long terme entre les ressources du territoire, foncières, humaines, etc., et puis les besoins à long terme, des entreprises, et puis, enfin, des acteurs économiques. Et puis le troisième critère à cette échelle, c'est celui de l'intégration de la ville. Par exemple, dans les Ardennes, on m'a parlé de paysage industriel, de valorisation des paysages industriels. Et ça consiste en quoi, par exemple? Ça consiste à considérer qu'une usine, c'est beau, et que ça doit être mis en valeur comme n'importe quel autre paysage. C'est un patrimoine et il faut le voir comme un patrimoine. En fait, ça dépend un peu de l'histoire qu'on pose sur ces infrastructures ou sur... D'accord, ok, très clair. C'est un patrimoine, donc c'est une richesse pour le territoire. Voilà. Il y a d'autres échelles aussi, Emmanuel. Alors, il y a une troisième échelle qui est l'échelle du quartier, qui, elle, me semble-t-il, a deux marqueurs. Le premier marqueur, c'est... évidemment, l'attention environnementale. À cette échelle, l'attention environnementale, elle devient véritablement un impératif catégorique. Et puis là, on va parler de circularisation. Marc l'a signalé tout à l'heure, de densité, de matériaux, etc. Deuxième marqueur, qui est celui de la qualité urbaine. On peut se poser la question de savoir si la qualité urbaine fait la qualité de l'aménagement fait la réussite de l'aménagement économique. Alors en fait, je pense que la réponse est assez ambiguë, parce que finalement, la qualité urbaine, c'est la réponse de la ville à l'acte de consommation des acteurs économiques. Mais pardon, je vous coupe. Qu'est-ce que vous mettez dans la qualité urbaine? Alors la qualité urbaine, je vais y venir. Ouais. La qualité urbaine, elle a trois composantes. La première composante, c'est la composante utilitaire, c'est-à-dire la réponse dont on parlait tout à l'heure, aux besoins de foncier, aux besoins d'infra, aux utilities, etc. Mais la qualité urbaine, c'est aussi une composante sociale. Qu'est-ce qu'une implantation de mon entreprise dans tel territoire va dire de mon entreprise? Qu'est-ce que moi, comme salarié, en allant travailler dans tel quartier, je vais dire de moi-même? Et puis c'est aussi une composante plaisir, c'est-à-dire que vous savez, on parle souvent de donner un cadre pour les cadres. Il y a un exemple en Angleterre, à côté de Londres, qui s'appelle Chiswick Park, et qui s'est fondé sur la réponse à cette composante. Il y a quoi à Chiswick Park? Des animations, un immobilier assez fantastique, des animations, et les salariés de Chiswick Park ne veulent pas quitter leur secteur, et quand ils quittent leur entreprise, c'est pour trouver un emploi dans une autre entreprise de Chiswick Park. Donc, est-ce que vous avez un exemple de ce qui pourrait, pour qu'on arrive à se figurer un peu les choses, d'un aménagement économique de territoire réussi? Alors, je vais plutôt présenter une ambiguïté. Ouais. Vous l'aurez compris, il n'y a pas un caractère de la réussite, mais la réussite est composite. La réussite de l'aménagement économique, elle doit satisfaire différents intervenants. Alors je voudrais donner de ce point de vue l'exemple de la zone d'activité dite des Tulipes, qui est au droit de l'aéroport du Bourget en Île-de-France. 250 hectares de grande logistique. Les grandes entreprises qui sont, comme Géodis, qui sont sur ce territoire, considèrent que c'est une grande réussite du point de vue paysager et fonctionnel. Mais du point de vue de l'aménageur francilien, c'est un gâchis de sobriété foncière, un gâchis pour l'organisation métropolitaine, un gâchis pour la visibilité de la métropole dans le monde. Donc on voit bien que la réussite, elle dépend du regard que l'on porte, de la provenance du regard, et parfois on peut regretter que ce regard soit un peu étroit. Bah alors justement, si on veut ouvrir ce regard, est-ce qu'il y a des facteurs qu'on pourrait poser comme étant éléments clés de la réussite? Alors je vais dire oui. Bon. C'est un préalable. Oui, il y en a. Oui, des facteurs, il y en a. Alors, est-ce qu'on peut les poser ou pas? Je voudrais ici vous livrer une conviction qui m'habite depuis des décennies, et qui est que l'aménagement économique, finalement, c'est comme tout aménagement ou développement territorial, il dépend moins des... Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'il ne dépend pas, je dis qu'il dépend moins
des facteurs tangibles, des facteurs objectifs, de la situation géographique, des infrastructures, des équipements. Et il dépend beaucoup plus de ce qu'on pourrait qualifier de tiers facteurs, c'est-à-dire les ressources humaines, les mentalités collectives, bref vous, les structures mentales d'un territoire, la capacité d'entreprendre, l'audace Emmanuel, des acteurs. Vous êtes en train de nous dire, alors vous êtes bien gentil avec vos autoroutes, vos aéroports, vos gares, en fait ça suffit pas, c'est pas le sujet. Le sujet c'est le tissu, c'est les hommes et les femmes, c'est la manière de travailler, c'est la manière de faire ensemble. Il y en a qui sont pas au courant là-haut. Hein. Le sujet c'est de travailler ensemble et d'être capable de diffuser, de produire et de diffuser de la confiance, parce que la confiance, elle est nécessaire à l'échange, et que sans échange, il n'y a pas de développement. Vous parlez de symbiose territoriale. Je parle de symbiose territoriale, parce que, vous voyez, tout à l'heure, je disais que la réussite, elle est composite. Et si on n'est pas dans une symbiose territoriale, on va avoir un seul regard sur la réussite et pas la totalité des regards. Alors, c'est quoi la symbiose territoriale, la symbiose entreprise-territoire? Alors déjà, on pourrait parler de coopération entre les entreprises et les territoires. Et c'est formidable d'avoir une coopération. La coopération, c'est la capacité du territoire à se mettre au service de ces entreprises pour produire du foncier, de l'immobilier, pour produire des infras, des ressources humaines, pour promouvoir le territoire, pour accueillir, et vous savez bien le faire, bref, pour être business friendly. Mais je dirais que En une minute. En une minute. Je dirais que la coopération, elle s'arrête au milieu du gué, et que le gué, pour le franchir, il faut aller jusqu'à la symbiose. Dans le cas de la symbiose, l'entreprise devient une part du territoire. Elle en devient une part intrinsèque. Elle se considère et elle est considérée comme pourrait l'être un paysage. Je pense à la montagne de la Table à Cape Town. Vous voyez, comme une part intrinsèque. Elle fait le paysage, elle en est un des génies du lieu. Et dans la symbiose, on a besoin donc de deux ruptures mentales pour la produire. La première rupture mentale, c'est de la part de l'entreprise. L'entreprise doit considérer le territoire non comme un partenaire dans un rapport client-fournisseur en quelque sorte, mais elle doit le considérer comme un actif de son bilan. Il y a des entreprises qui prennent le nom comme un FIJAC de leur territoire parce qu'elles considèrent que ce territoire donne de la valeur, leur donne de la valeur. Et puis la deuxième rupture mentale, c'est la rupture de la part des collectivités qui doivent considérer qu'elles ne sont pas dépositaires seules de la stratégie, de la vision du développement économique du territoire, mais qu'elles doivent partager, on est exactement dans le sujet du collectif, et qu'elles doivent le construire ensemble. Ce qui veut dire en fait que ça pose la question de la sacralité des collectivités, de ceux qui ont le pouvoir dans ces collectivités. Il faut accepter de partager le pouvoir et de fonctionner autrement ? C'est ça, c'est exactement ça. Pour conclure, je pourrais m'adresser effectivement au maire-président en lui disant que dans le cadre de la symbiose territoriale, évidemment, il va perdre en majesté, il va perdre en sacralité issue du suffrage universel, mais il va gagner énormément en responsabilité. Il devient le responsable du développement du territoire. Il devient l'incitateur, le fédérateur de projets qu'il ne va pas forcément réaliser lui-même. Et je finirai en disant que souvent on me pose une question quand je parle de symbiose territoriale. On me dit, mais dans un tel système, c'est qui le patron? Et j'ai coutume de répondre que peut-être il faut déplacer la question et se poser cette question, c'est quoi un patron? C'est quoi un patron? Justement, posez-vous cette question. Merci Emmanuel, merci beaucoup.